Un atome est constitué de manière analogue à un système planétaire. Au Soleil correspond le noyau de l'atome. Aux planètes correspondent les électrons, répartis dans des couches plus ou moins proches du noyau. Les électrons de la couche extérieure déterminent les propriétés chimiques de l'atome. Ce sont les électrons de valence. Mais un électron de valence peut être porté sur des trajectoires plus éloignées du noyau. Au lieu de représenter les différents états d'un atome par les trajectoires dans l'espace de l'électron de valence, on peut les représenter par la quantité d'énergie que contient l'atome dans chacun de ces états. Aux trajectoires de plus en plus éloignées du noyau correspondent des énergies de plus en plus grandes. Le physicien danois Niels Bohr a montré que les valeurs possibles de l'énergie forment une suite discontinue. On peut les représenter symboliquement par un escalier d'énergie aux marches inégales. À chaque état de l'atome correspond un niveau d'énergie. Remplaçons l'escalier d'énergie par une échelle d'énergie. On obtient le diagramme d'énergie de l'atome. On sait que les états les plus stables sont toujours les états d'énergie minimum. L'atome se trouve normalement dans l'état d'énergie inférieur, appelé niveau fondamental. Pour le faire passer à un niveau supérieur, il faut lui communiquer de l'énergie. On dit qu'on a excité l'atome. On peut exciter un atome en l'irradiant avec un faisceau lumineux. L'atome emprunte de l'énergie à la lumière. La lumière est formée de vibrations électromagnétiques. On appelle nu la fréquence lumineuse, c'est-à-dire le nombre de vibrations en une seconde d'une radiation monochromatique. Dans une radiation monochromatique, l'énergie lumineuse est transportée sous forme de petits paquets, tous égaux, appelés quanta ou photons. La quantité d'énergie contenue dans chaque paquet vaut h nu. H étant une constante fondamentale appelée constante de Planck. À diverses valeurs de la fréquence correspondent diverses valeurs des quantas d'énergie. Ceci se mesure en unités d'électron-volt. En formant un spectre, on sépare les diverses radiations monochromatiques. C'est la fréquence qui détermine la couleur de la lumière. À la couleur rouge correspondent des photons de 1,7 électron-volts. À la couleur violette correspondent des photons de 3 électron-volts. Notre œil n'est sensible à la lumière que si les photons possèdent une énergie comprise entre 1,7 et 3 électron-volts. Lorsque l'énergie des photons est inférieure à 1,7 électron-volts, la lumière est infrarouge. Lorsque l'énergie des photons est supérieure à 3 électron-volts, la lumière est ultraviolette. L'atome peut absorber la lumière si l'énergie d'un photon h nu est juste égale à la différence d'énergie delta E entre deux de ces niveaux, c'est-à-dire obéit à la relation de Bohr, h nu égale delta E. Les états excités sont instables.
Au bout d'un temps très court, de l'ordre d'1 millionième à 1 100 millionième de seconde, l'atome revient à l'état d'énergie inférieure en rendant un photon d'énergie égale, c'est-à-dire en émettant une radiation lumineuse de même couleur. Une radiation qui n'obéit pas à la relation de Bohr ne peut pas être absorbée par l'atome. Les passages d'un niveau d'énergie à un autre avec absorption ou émission de lumière s'appellent des transitions spectrales. Dans certains cas, le retour à l'état fondamental peut se faire par étapes, avec émission de plusieurs photons. Voici par exemple le diagramme d'énergie de l'atome d'hydrogène. Les transitions possibles sont représentées sur le diagramme par des lignes d'interconnexion entre les niveaux. Elles correspondent aux diverses radiations monochromatiques susceptibles d'être émises par l'atome. L'ensemble de ces radiations monochromatiques est émis par une lampe à décharge contenant les atomes étudiés. Ils forment le spectre de l'atome. Il est caractéristique de chaque type d'atome. Pour être complet, il faudrait y ajouter les raies spectrales infrarouges et ultraviolettes. On peut effectuer une autre expérience en enfermant des atomes dans un ballon transparent à la lumière et vidé d'air. Si les parois sont très froides, les atomes y restent collés à l'état solide ou liquide. Le ballon reste vide et la lumière le traverse. Mais si la température est suffisante, les atomes forment une vapeur qui remplit le ballon et dans laquelle les propriétés des atomes ne sont plus perturbées par les interactions avec leurs voisins. La lumière obéissant à la loi de Bohr est absorbée et nous constatons que la vapeur réémet la même lumière dans toutes les directions. C'est le phénomène de résonance optique découvert par l'américain Wood. Une lampe à sodium, à gauche dans l'image, émet dans le visible une seule radiation monochromatique. Une lentille permet de concentrer cette radiation sur un ballon en verre contenant du sodium. Dans l'expérience réelle, le faisceau lumineux ne rencontrant aucun obstacle n'est pas visible. Lorsqu'on chauffe le ballon, on réalise l'expérience de résonance optique. Les différents états d'un atome peuvent se distinguer par des propriétés autres que l'énergie, en particulier par leur moment cinétique et leur moment magnétique. Un corps possède un moment cinétique lorsqu'il exécute un mouvement de rotation autour d'un axe. On représente le moment cinétique par une flèche ou vecteur porté par l'axe. La Terre, qui tourne autour de son axe polaire en 24 heures, possède un moment cinétique. Au mouvement de rotation de la Terre autour du Soleil correspond aussi un moment cinétique. Le moment cinétique est d'autant plus grand que la distance à l'axe de rotation est plus grande. Il est encore proportionnel à la vitesse angulaire de la rotation. Si la rotation change de sens, le vecteur moment cinétique change aussi de sens. Un électron tournant sur lui-même, comme la Terre, possède un moment cinétique propre. On l'appelle spin de l'électron.
Les noyaux atomiques peuvent aussi posséder un moment cinétique propre, ou spin. L'ensemble des mouvements de rotation qui existent à l'intérieur d'un atome sont équivalents à un mouvement de rotation unique dont le moment cinétique est appelé moment cinétique résultant de l'atome. On sait qu'un petit circuit électrique est équivalent à un aimant. On dit qu'il possède un moment magnétique, symbolisé par une flèche et par la lettre grecque mu. Ceci est dû au mouvement de rotation des charges électriques à l'intérieur du fil. La rotation des charges électriques à l'intérieur de l'atome, qui lui donne son moment cinétique, lui donne aussi un moment magnétique mu, porté par le même axe, et qui peut être, suivant les cas, de sens opposé ou de même sens. Des atomes différents peuvent avoir le même moment cinétique, mais des moments magnétiques mu de valeurs différentes. En définitive, un atome est, d'une certaine manière, comparable à une toupie qui porterait un aimant sur son axe. Lorsque de petits aimants se trouvent soumis à l'action d'un champ magnétique, on est habitué à voir leurs axes s'orienter dans la direction de ce champ. Mais l'expérience de Stern et Gerlach a montré que ceci ne se produit pas dans le domaine atomique. En réalité, lorsqu'on l'applique aux atomes d'une vapeur, l'effet du champ magnétique est de figer leur moment cinétique dans certaines orientations bien précises. C'est ce qu'on appelle le phénomène de quantification spatiale. Dans le cas le plus simple, seules deux orientations sont possibles. L'orientation parallèle au champ ou l'orientation antiparallèle au champ. Mais il existe des cas plus compliqués où d'autres orientations sont possibles. Des raisons théoriques font que les orientations possibles sont déterminées très simplement, non pas à l'aide du moment magnétique, mais à l'aide du moment cinétique. La projection sur le champ H du moment cinétique est égale au produit mH bar de la constante H bar par le nombre m appelé nombre quantique magnétique. H bar symbolise la constante de Planck H divisée par 2π. Dans certains cas, les valeurs possibles du nombre m sont 1/2 plus ou moins un nombre entier. Dans les autres cas, les valeurs possibles de m sont tout simplement des nombres entiers, positifs ou négatifs. C'est la grandeur du moment cinétique qui détermine le nombre des valeurs possibles de m, c'est-à-dire le nombre des orientations possibles. Quand on fait tourner un aimant dans un champ magnétique, on modifie son énergie. En moins, si l'aimant est orienté dans le sens du champ, on dit que l'énergie magnétique est négative. En plus, si l'aimant est orienté dans le sens opposé au champ, on dit que l'énergie magnétique est positive. Aux diverses orientations du moment cinétique et du moment magnétique qui lui est associé, correspondent des valeurs différentes de l'énergie.
Si le moment magnétique est opposé au moment cinétique, l'énergie magnétique est de signe opposé. Cette énergie magnétique se représente également sur l'échelle d'énergie. Elle s'ajoute à l'énergie normale en l'absence de champ. Mais elle est beaucoup plus petite et il faut dilater l'échelle pour pouvoir la représenter. Le niveau normal E0 se subdivise en un certain nombre de niveaux distincts et équidistants. On les appelle sous-niveaux magnétiques ou sous-niveaux Zeeman. Ces différents sous-niveaux correspondent à des orientations différentes des moments cinétiques atomiques. L'écart entre eux représente l'énergie magnétique. Il est proportionnel à l'intensité du champ H et à la grandeur du moment magnétique mu. L'écart est donc proportionnel au produit H mu. Dans la suite de l'exposé, nous nous placerons toujours dans le cas le plus simple, où seules deux orientations sont possibles. En découpant la feuille de papier, on peut représenter simultanément les sous-niveaux de E0 et ceux de E1. Nous supposons que l'état excité E1 est également décomposé en deux sous-niveaux magnétiques. La transition primitive entre E0 et E1 est remplacée par 4 transitions correspondant à des écarts d'énergie légèrement différents, c'est-à-dire à des fréquences légèrement différentes. Ceci peut s'observer par exemple avec un interféromètre de Perot et Fabry. Éclairé avec une lumière monochromatique, la raie D1 du sodium, cet appareil forme une série d'anneaux très fins. Si l'on soumet les atomes de sodium à un champ magnétique progressivement croissant, on voit la série d'anneaux se déquadrupler. Chacun des anneaux correspondant à la fréquence initiale est remplacé par 4 anneaux correspondant aux 4 fréquences nouvelles, appelées composantes Zeeman. Le nombre des composantes Zeeman et leur écart dans un champ magnétique connu nous renseignent sur les moments cinétiques et les moments magnétiques des atomes dans les niveaux d'énergie concernés. Mais on obtient des renseignements supplémentaires en observant l'état de polarisation de la lumière correspondant à chacune des composantes Zeeman. On sait en effet que les vibrations lumineuses sont transversales, c'est-à-dire que la direction de la vibration est perpendiculaire à la direction du rayon lumineux. Elle se fait dans le plan perpendiculaire au rayon. Mais dans ce plan, elle peut avoir n'importe quelle direction. Et dans la lumière naturelle émise par une source lumineuse, toutes les directions de vibration sont également représentées. Il existe des substances transparentes qu'on appelle des polariseurs de lumière. Elles fonctionnent à la manière d'un tamis et ne laissent passer que les vibrations lumineuses ayant une direction déterminée. La lumière qui en sort est dite polarisée rectilignement. Si la lumière polarisée rectilignement traverse une mince lame cristalline, appelée lame quart d'onde, la vibration lumineuse se met à tourner autour du rayon lumineux, comme une aiguille de montre tourne sur son cadran. On dit alors que la lumière est polarisée circulairement.
Il suffit de tourner la lame quart d'onde de 90 degrés dans son plan pour changer le sens de rotation de la vibration lumineuse. À cette rotation de la vibration est associé un moment cinétique. Si la vibration tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce moment cinétique est positif. On parle de lumière sigma plus. Chaque photon de lumière polarisé circulairement transporte un moment cinétique égal à h bar. Si la vibration tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, elle transporte du moment cinétique négatif, de sens opposé. On parle de lumière sigma moins. Au contraire, la lumière polarisée rectilignement ne contient aucun mouvement de rotation et elle transporte un moment cinétique nul. On l'appelle lumière pi. Nous avons vu que les transitions spectrales obéissent au principe général de conservation de l'énergie. C'est la loi de Bohr. Mais elles doivent aussi obéir au principe général de conservation du moment cinétique. C'est la loi de Rubinovitch. Lorsque l'atome revient de l'état excité à l'état fondamental, la projection de son moment cinétique peut diminuer de la quantité h bar, à condition que le photon émis ait la polarisation sigma plus, tournant autour du champ magnétique en sens positif, et emporte ainsi le moment cinétique h bar. La projection de son moment cinétique peut aussi augmenter de la quantité h bar si le photon émis possède la polarisation sigma- tournant en sens opposé et emporte ainsi le moment cinétique négatif moins h bar. La projection du moment cinétique ne change pas si le photon émis est un photon pi polarisé rectilignement. Ceci impose des polarisations bien précises aux 4 transitions spectrales dont nous avons parlé. La transition du sous-niveau m égale plus 1,5 de l'état excité au sous-niveau m égale moins 1,5 de l'état fondamental est accompagnée de lumière de polarisation sigma plus. La transition du sous-niveau m égale moins 1,5 de l'état excité au sous-niveau m égale plus 1,5 de l'état fondamental se fait avec la polarisation sigma-. Les deux transitions où la valeur de m reste inchangée se font avec la polarisation rectiligne pi. Ces règles de polarisation permettent de distinguer les diverses transitions, même si le champ magnétique n'est pas assez intense pour que l'on puisse différencier leurs fréquences. Nous avons appelé dans ce film quelques-unes des lois essentielles de la physique atomique. L'existence des quanta d'énergie dus à Planck. La règle des transitions spectrales due à Bohr. La quantification spatiale des moments cinétiques, imaginée par Sommerfeld, est prouvée expérimentalement par Stern et Gerlach. L'existence des sous-niveaux magnétiques ou sous-niveaux Zeeman. Ces quelques lois simples permettent de comprendre un grand nombre de phénomènes physiques, notamment le pompage optique.